Merci. Bienvenue à tous. Tu peux passer sur la seconde, s'il te plaît. Bienvenue dans ce nouveau Whale Talk qui est hébergé donc par la Whale Code School. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas la Whale Code School, c'est un réseau d'écoles qui forment à différents métiers. On a 24 campus en Europe avec une communauté dont je suis en charge en tant que Head of Community qui représente presque 3000 personnes maintenant, donc qui existe depuis 2014. Je vais passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a trois formats de formation. Donc, on a une formation historique de développeur web qui dure 5 mois et qui est accessible à tous sans prérequis de diplôme. Il suffit de faire un parcours candidat en amont et de montrer son projet professionnel. On a une formation qu'on a développée pendant le confinement, qui est une formation aussi de dev web à mi-temps, en part-time, donc à raison de 2 soirs par semaine et un samedi, une semaine sur 2. Et on a une formation de data analyst qui, elle aussi, est à temps plein, qui dure 5 mois, qui est calquée sur le même format. Donc, si jamais l'une ou l'autre de ces formations vous intéresse, je vous invite à passer sur notre site whalecodeschool.com pour en savoir plus ou à poser toutes vos questions à l'issue de cet atelier. Aujourd'hui, on est là pour accueillir Mathias Savary. Mathias Savary qui va se présenter juste après et qui nous fait une présentation sur comment raconter des histoires à l'ère du digital. Bienvenue Mathias, je te passe la parole. Merci Julien. Ok. Alors, je vous mets le sommaire du webinaire et après je vais me présenter. Donc, on va commencer, donc bienvenue à tous. On va commencer par une définition du storytelling. On va peut-être pas passer beaucoup de temps dessus, mais voilà. Pourquoi vous devriez raconter des histoires? On vous a peut-être dit, enfant, qu'il ne fallait pas raconter d'histoires, vous ne deviez pas raconter des histoires. On va voir que c'est pas vrai. Ensuite, comment raconter une bonne histoire? Donc, c'est là où on va rentrer peut-être dans le vif du sujet avec des techniques de narration. Je vais vous donner des techniques de base, puis si on a un peu le temps, je vous donnerai des techniques un peu avancées. Et puis, on verra des exemples. Alors, on va voir des exemples tout au long du webinaire. Mais voilà, là, si on a le temps aussi à la fin, on pourra voir quelques exemples. Alors, je vais juste voir pour repasser un petit peu en visuel. Là, vous me voyez? Oui. Ok. En plein écran, là, je suis? Moi, je te vois, j'ai une vue particulière, mais je te vois. En fait, on voit surtout la présentation en principal. D'accord. Bon, super. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Donc, très simplement, mon parcours, mon histoire, enfin là où je fais commencer mon histoire, c'est à la clinique de la montagne qui se trouve à Courbevoie en janvier 2014. J'ai fait juste pendant le réveillon du Nouvel An, je me suis déchiré le tendon d'Achille. C'est le moment où j'ai été le plus près d'arrêter le métier de web rédacteur et de tout laisser tomber. Alors comment je me suis fait cette déchirure? Très bêtement, j'étais absolument sobre, je précise, mais enfin voilà, je faisais une soirée où il y avait une animation avec les costumes à bulles, les costumes de sumo. Je l'ai fait sans m'échauffer. J'ai fait des combats et donc je fais sans m'échauffer, je me déchire le tendon. Je me retrouve à l'hôpital et là je me rends compte d'une chose, c'est que avec mon activité de web rédacteur, j'ai pas les moyens de couvrir les frais de l'hôpital. Donc je me retrouve, en vérité c'est ma fiancée qui va couvrir les frais. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a un problème avec le métier de web rédacteur. Et que je décide d'abandonner. C'est un moment assez difficile, un peu humiliant, où je vois que c'est les autres qui doivent me prendre en charge. J'étais web rédacteur sur les plateformes, donc en gros, j'étais payé 3 centimes le mot sur les différentes plateformes. C'était comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc, je change de métier, je fais de la prospection commerciale pendant 2 ans. Et un jour, un ami à moi me recontacte. Je lui ai envoyé un mail il y a un an et demi avant qu'il me réponde, et il me propose d'animer son blog.
Donc là, ma femme est enceinte à 8 mois. Et donc, j'ai la possibilité de reprendre mon activité de web rédacteur en sachant que bah, voilà, je vais être papa. Je repars dans un métier de freelance parce que j'étais employé. Et donc là, c'est vraiment la grosse question, sachant que la première expérience que j'ai eue, elle était pas bonne. Mais je me lance parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de retrouver l'écrit. Je me lance, mais cette fois-ci, je décide de me former. Donc, je fais beaucoup de formations, et notamment sur l'écriture web, sur ce qu'on appelle le copywriting, l'écriture pour vendre, et le storytelling. C'est là où je me forme. Et voilà, je découvre le métier. Et lors d'une formation, je vois qu'une personne qui fait la même formation que moi arrive à publier un article dans une revue. C'est un déclic pour moi. Je commence à solliciter aussi des grandes revues, French Web, Madines, Presse Citron, économiematin.fr. Et mes articles sont pris et sont publiés. Et j'écris à un moment un article qui s'appelle, et ça rejoint pourquoi on est là, un article qui s'appelle L'omission monumentale du marketing digital ou comment j'ai failli passer à côté de ma vie. Et en fait, cet article, il explique que le monde digital, bien entendu, il n'existerait pas sans les développeurs, mais il n'existerait pas non plus sans les créateurs de contenu. Or, la filière littéraire, qui est en France très très décriée et qui est vue comme une voie de garage, en fait, elle a quelque chose à apporter. Les littéraires, les créateurs de contenu ont quelque chose à apporter sur le web. Et c'est à travers le fait de créer des contenus intéressants c'est ce que les internautes recherchent, la création de contenu. Les youtubeurs, les influenceurs, on va en reparler pendant le webinaire, sont des créateurs de contenu. Donc fondamentalement, sont ce que j'appellerais des littéraires au sens large. Donc là, je vais vous présenter le storytelling parce que je suis vraiment persuadé qu'il y a une harmonie, il y a une symbiose à trouver entre le développeur, celui qui crée le site, qui crée les applications, et le créateur de contenu, le storyteller. Donc, on va passer directement à la définition. Ah, ben, je suis revenu au début. OK. Oui, d'abord, je voulais poser des règles très, très simples. La première, donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dès que vous voulez revenir, enfin voilà, vous voulez que j'explique plus en détail quelque chose, vous le dites dans le chat, vous l'écrivez et du coup, Julien me le transmet. Moi, je le verrai et on revient sur ce point. Mais voilà, l'idée, c'est que ça soit aussi interactif. Et le deuxième point, l'idée, c'est que vous me disiez aussi qu'est-ce qui vous intéresse dans le storytelling. Vous pouvez d'ailleurs me le dire là maintenant dans le chat, écrire. Voilà, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'atelier ou quelles sont les attentes que vous avez. Voilà, vous pouvez commencer à écrire dans le chat, me dire voilà, qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous intéresse dans le storytelling. Est-ce que tu as des réponses déjà, Julien? Non, pas encore. Ah, si. Bonjour. Ouais. Alors Agnès, le côté marketing est important pour se faire comprendre complètement. Et donc, Célia, la promotion. Ouais, d'accord. Donc, on va voir ça. Effectivement, comment on peut utiliser le storytelling d'un point de vue marketing, hein, bien sûr. Donc, intérêt, trouver des outils qui m'aideraient à raconter des histoires. Bon, bah, tu es au bon endroit, Roxane. Et utiliser le storytelling déjà pour me vendre moi avant tout, surtout que j'ai plusieurs activités. OK. Effectivement, Lucie, on va voir qu'il y a un point il y a un point important dans le storytelling, c'est qu'il y a le storytelling en lui-même, qui consiste à raconter des histoires, et il y a ce qu'on appelle le personal branding, qui est le fait de se vendre soi, et qui est le storytelling personnel, qui est vraiment le storytelling de nous, comment on se raconte. Un petit peu ce que j'ai fait moi au début de la présentation. Pour se raconter,
pour vendre un concept, un projet événementiel, communiquer sur son travail. Ok, super, très bien. Bon, bah, très bien, ouais. On est bien dans le sujet. Alors, juste, Julien, si tu sais comment je fais pour revenir en plein écran. Avec cet outil, là, tu utilises quoi? Tu es sur PowerPoint? PowerPoint. Parce que je veux pas faire redémarrer au début. Malheureusement, j'utilise pas PowerPoint. Moi, j'utilise la suite Google en ligne. Bon, on va le laisser comme ça. Vous aurez les slides après. Mais on nous dit dans le chat que ça fonctionne bien et qu'on voit bien, pas besoin de plein écran. Ok, bon, bah, ça marche. Ok, donc partie 1, qu'est-ce que le storytelling? Je donne une définition rapide, mais au moins, comme ça, on est tous d'accord. Donc, c'est l'activité qui consiste à raconter des histoires. Ça vient de l'anglais story, histoire, et telling, qui veut dire raconter. Maintenant, tout de suite, on se demande c'est quoi une histoire? C'est vraiment un point clé. Parce qu'en fait, il faut trouver une bonne histoire et ensuite, il faut bien la raconter. Il y a ces deux éléments. Donc, une bonne histoire, c'est un récit d'actions, d'événements, de choses dignes de mémoire. J'ai pris la définition du Wiktionnaire, je crois. Alors, une histoire, c'est il se passe quelque chose. Il y a un événement, il y a un changement qui se produit. On a l'expression un homme sans histoire, ça veut dire qu'il ne se passe rien concrètement. Et donc raconter, c'est le fait de développer un récit dans le détail. Et on va voir que ça, c'est un point de vue, c'est important, le détail et de voir qu'est-ce qu'on choisit. Ok. Bon, jusqu'ici, j'imagine que c'est clair, mais si jamais c'est pas clair, vous me mettez un petit mot dans les commentaires. Alors, en marketing, l'idée, c'est on va appliquer des techniques narratives, donc des techniques qui s'appliquent au récit, donc au marketing et à la communication d'entreprise. Pourquoi? Pour optimiser la performance et la portée d'un contenu. On va voir plus en détail dans la partie pourquoi utiliser le storytelling, dans quel sens ça optimise la performance. Mais concrètement, on peut utiliser le storytelling pour des articles de blog, newsletter, emailing, voilà, tout type de contenu que je mets ici. Je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi utiliser le storytelling dans un entretien d'embauche. On peut aussi utiliser le storytelling dans du networking. On peut aussi utiliser ça quand on fait une intervention en public. Bref, tout moment où on est en train de communiquer un message, on peut mettre une dose plus ou moins importante de storytelling, de détailler un petit peu les choses. Alors, bon, après, ça c'est peut-être plus anecdotique, mais comment on pourrait traduire storytelling? Donc, mise en récit, voilà, c'est la traduction que je propose. On trouve aussi communication narrative. Et j'ai trouvé l'Office québécois de la langue française qui parle d'accroche narrative, ce qui est pas mal, parce qu'on va voir que le côté accroche est particulièrement important. Et Mathias, on nous demande s'il y a un rapport avec le management de la formation. C'est un rapport avec le management de l'information, je sais pas, de l'info, je ne sais pas si ça te parle comme concept. Agnès, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus ce que tu entends par management de l'information ou management de l'info? Hélène, je vois, pour faire un site web ou une application. La structuration des infos sur un réseau. Sur quel type de réseau, par exemple? Tu veux dire ton propre réseau, par mail ou professionnel? Oui, professionnel, d'accord. Donc, comment structurer les informations en les présentant à un réseau professionnel, donc par mail? Est-ce que tu voudrais dire construire une séquence d'emails, quelque chose comme ça, ou faire une campagne? Agnès, pour plus de facilité, tu peux mettre ton micro hein, si tu le souhaites là.
Bon, d'accord. Ça ne marche pas. La technique fait défaut. D'accord. Est-ce que tu parles de campagne email ou de séquence d'email construire? D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, pour ces 2 points, oui, en fait, le on peut utiliser le storytelling dans une séquence d'email, soit, mettre une touche de storytelling dans chaque email, soit, ce qui est encore mieux, structurer, sa séquence d'email un petit peu comme une série Netflix, avec des épisodes et donc ça marche très bien. Donc voilà, ou faire une campagne avec une touche de storytelling, ça c'est complètement possible. Ok, donc il y a un exemple, on verra peut-être à la fin si on a le temps, en tout cas je l'ai préparé, mais c'est un exemple que vous pouvez voir. C'est la publicité qui a été réalisée par Delsey, Delsey qui fait des valises et qui a présenté la valise connectée. Donc voilà, je vais garder pour la fin. Je vais privilégier les interactions, mais vous pourrez aller voir cette pub. En fait, elle fait près de 3 minutes. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être la meilleure pub au monde qui a été faite. Et en plus, elle commence à Paris. Donc voilà, mais vous pourrez voir ça. Alors pourquoi raconter des histoires? Donc je vous ai mis cette citation de Michael E. Gerber, qui est l'auteur de The E-Myth, le mythe de la petite entreprise réinventée. Donc il dit, la vérité c'est que personne ne se soucie du produit. Les gens achètent des émotions. Alors, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que on n'est presque jamais rationnel quand on fait ses achats. On est influencé par des émotions. Ce qui nous intéresse, c'est d'acheter, entre guillemets, la confiance, d'acheter le style, d'acheter la féminité ou la masculinité. Et ce qu'on achète, c'est des expériences. On n'achète pas un produit lambda. C'est encore plus vrai aujourd'hui où, avec les marchés en ligne, je prends un exemple assez classique, mais si vous prenez un t-shirt, il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui font des t-shirts. Pourquoi vous allez aller acheter vous allez vous intéresser à telle marque, tel produit? C'est parce que pour vous, ça a une signification particulière. Okay, ça a un sens particulier. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment d'être honnête avec soi et de se rendre compte que dans la plupart des achats, on n'est pas rationnel. Donc, donc, pourquoi on va raconter des histoires? Le storytelling permet de montrer un bénéfice de façon concrète. Quand vous voyez l'histoire d'une personne qui achète un produit, dans la pub d'Elsey par exemple, c'est quelqu'un qui cherche la valise connectée et du coup il peut la repérer sur son téléphone, il peut voir. Et donc dans l'histoire, sans vous dévoiler trop l'intrigue, en fait la valise elle est déplacée de pays en pays et il cherche à la rattraper parce que son père lui a laissé quelque chose à l'intérieur. Quand vous voyez l'histoire, vous voyez immédiatement le bénéfice d'avoir une valise connectée. Vous voyez immédiatement que l'intérêt, c'est de voir exactement si votre valise elle est égarée, si pour une raison ou pour une autre. Voilà, le bénéfice il est visible immédiatement. Deuxième point, c'est rendre le produit ou le service mémorable. En fait, il y a des études qui montrent que on retient 22 fois mieux une histoire qu'un simple fait. Et ça a été notamment souligné par une entreprise qui s'appelle Charity Water, je crois. Enfin, c'est une entreprise c'est une association surtout qui s'occupe de rendre l'eau potable accessible dans des pays, notamment en Afrique,
où les gens doivent traverser faire des kilomètres pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Et en fait, ils ont montré que à travers 2 campagnes de publicité, ils obtenaient beaucoup plus de donations. Donc, c'était même plus, pas seulement mémorable, mais c'était aussi, ça amenait aussi plus de donations, de raconter une histoire, raconter l'histoire d'une jeune femme africaine qui parcourt des kilomètres pour aller chercher de l'eau, que de montrer un ensemble de statistiques ou un ensemble de faits sur la situation. Donc, le storytelling permet aussi de susciter des émotions. J'en ai parlé au début. Susciter une identification. Vous allez vous identifier plus facilement avec un personnage. Voilà, vous allez vous identifier alors que vous n'allez pas vous identifier si vous avez juste des faits. Et enfin, ça permet de se différencier. Aujourd'hui, en fait, sur le web, vous avez accès à plein d'informations. Vous pouvez trouver pour une même information, pour un même besoin, encore une fois, vous pouvez trouver plein d'entreprises, plein de ressources différentes, plein de contenus informatifs complets, etc. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui va faire une touche de storytelling, qui va mettre quelque chose. Ça va tout de suite faire une différence, c'est-à-dire qu'on peut mettre le même contenu informatif, mais en rajoutant cette touche-là, tout de suite, vous allez vous démarquer de vos concurrents, très simplement. Ok, donc là, je vous ai donné les bases du storytelling. C'est un peu ce qu'on trouve partout sur storytelling. J'ai pas vraiment innové. Mais la vérité, c'est que ça, c'est encore une approche superficielle du storytelling. En fait, il y a quelque chose de plus profond et je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas sur le storytelling. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une histoire que Yuval Noah Harari raconte dans le livre Sapiens, qui est un livre assez fascinant. Je vous invite vraiment à le lire. Je vais revenir en écran. Il raconte l'histoire suivante, c'est qu'à un moment, l'Homo sapiens, donc notre espèce, elle était en concurrence avec d'autres espèces. Et l'Homo sapiens n'était pas le plus favorisé, le plus avantagé dans la course de l'évolution. Néandertal, qui vivait à la même époque, était plus costaud, plus robuste physiquement. Donc, à combat égal entre Néandertal et Sapiens, c'était pas du tout gagné que Sapiens gagne, et même il avait plutôt tendance à perdre. Mais Sapiens, il avait une différence, c'est qu'il inventait des fictions. Et c'est la citation que j'ai mise ici. En fait, il inventait des fictions qui sont les dieux, les mythes, les croyances. Et cette fiction, Noah Harari explique que c'est ce qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Il dit, nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du temps du rêve, des aborigènes australiens, etc. Et il dit, ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à élaborer des histoires, où Sapiens commence à élaborer des histoires, ces histoires, elles, suscitent l'adhésion. Et en suscitant l'adhésion, elles amènent une coopération à plus grande échelle. Pourquoi Néandertal, vous aviez des groupes, des clans, des tribus qui dépassaient pas 50 personnes? Parce que on ne peut pas faire confiance à plus de 50-100 personnes quand on vit de manière proche avec elles. À partir du moment où on commence à inventer des histoires et à adhérer à une même histoire, à des fictions communes, on peut élargir la coopération, c'est-à-dire qu'on va être plus nombreux à s'entendre. Et c'est comme ça que Sapiens a éliminé la concurrence, parce que en fait c'est ça qui s'est passé. Il a exterminé les autres espèces concurrentes parce les groupes de Sapiens étaient plus nombreux à coopérer, et bien entendu 50 Néandertal contre 150, 200 Sapiens, là ils font plus le poids.
Okay, donc, je veux juste vous montrer que la fiction, elle joue un rôle extrêmement clé pour nous. Et en fait, si on regarde autour de soi, la fiction, elle a un rôle très très important. On est entouré de fiction. En fait, les entreprises sont des fictions. Les États-nations sont des fictions. Je veux dire, je prends un exemple cliché, mais la France, les frontières de la France ne sont pas inscrites dans la réalité géographique de l'Europe. C'est une construction. C'est une construction fictionnelle avant tout. Une entreprise, Yuval Noah Harari prend l'exemple de Peugeot, une entreprise, c'est quelque chose auquel on croit, c'est une fiction à laquelle on adhère. Parce que l'entreprise Peugeot, elle n'existe pas indépendamment, c'est pas une personne réelle. C'est quelque chose qui est lié avec le fondateur de la marque, avec tous les collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent chez Peugeot, et qui ensuite est transmise aux clients. Et ensemble, tout le monde croit, entre guillemets, adhère à la fiction Peugeot. Donc on est entouré, on est cerné de fiction. Aujourd'hui, sur le web, ce qu'on observe, c'est qu'on a des tribus digitales. C'est-à-dire que le web, donc ça c'est Seth Godin qui explique ça dans son livre qui s'appelle Tribes, Tribus, que le web, en fait, a réinventé la proximité, a réinventé le fait qu'on s'associe ensemble et que, voilà. Ces tribus, en fait, partagent des fictions. Et la personne qui raconte l'histoire ou qui raconte les histoires, c'est le leader de la communauté. La façon moderne de faire le marketing, en tout cas, c'est vraiment ma conviction, c'est de générer des communautés, c'est de fédérer une communauté autour de soi. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de raconter une histoire. Et à partir de là, on devient le leader de la communauté. Donc là, je vous ai mis une citation de Tom Peters, qui est un consultant, un ex-consultant de l'Institut McKinsey et qui est un auteur de livres sur le management, notamment, et qui dit: les meilleurs leaders, à de rares exceptions près, sont passés maîtres dans l'art d'utiliser des histoires et des symboles. Donc le storytelling, concrètement, vous permet de prendre le leadership sur une communauté. Vous me dites si jusqu'ici tout est clair, c'est tout bon, si j'ai besoin de revenir sur un point, voilà, vous n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au vif du sujet, qui est comment on fait pour raconter une bonne histoire. Donc, là, j'ai mis 5 techniques qui sont des techniques de base du storytelling. On va revenir en détail sur chacune. La première, elle paraît évidente comme ça, mais on va voir que c'est pas si évident que ça. La structure de base d'une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. Il faut centrer son histoire sur une situation. Dans l'histoire, il faut qu'il y ait du conflit, de l'adversité, des obstacles ou, entre parenthèses, un bon méchant. Il faut remporter la guerre contre les clichés et il faut dire la vérité. Alors, si je dis, OK, une histoire, c'est un début, un milieu, une fin, peut-être vous aurez un peu l'impression que vous perdez votre temps, ou en tout cas, vous dites: ouais, OK, merci Mathias, je ne vais pas aller très loin avec ça. Kindra Hall, qui est une consultante en storytelling américaine, présente les choses de manière différente. Elle dit, il y a, donc je vous l'ai mis en anglais, normal, explosion, new normal. En gros, il y a la normalité, une explosion, un bouleversement, quelque chose qui vient bouleverser la situation, et une nouvelle normalité. Comment on pourrait illustrer ça dans le storytelling? L'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple du smartphone. Donc on a au début, hyper intéressant, ouais, en audiobook, ouais, moi je l'ai lu, mais ça marche aussi en audiobook. Ok, super, merci Agnès. Donc,
Le smartphone. Au début, on a un téléphone qui sert principalement à téléphoner et éventuellement, il y a un agenda dedans, enfin, il y a un logiciel de prise de notes, etc. Et puis, il y a Steve Jobs qui présente l'iPhone. Ça, c'est une explosion. Ça bouleverse complètement le secteur. Le smartphone devient un mini ordinateur, en gros, ou à la limite, l'application qui devient la moins utilisée, c'est le téléphone, quoi. Et donc la nouvelle réalité, bah, c'est cette nouvelle situation dans laquelle bah, maintenant le téléphone est un mini ordinateur de poche dans lequel il y a des applications et ça permet bah, justement entre autres de transporter ses tribus avec soi, mais ça permet de faire tout un tas de choses, tout un tas d'éléments qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, typiquement, donc il y a une situation de départ. Ça, c'est le cas dans toutes les histoires. Il y a une situation dans laquelle il y a un certain équilibre qui existe. Il y a une perturbation qui arrive. Et il y a cette perturbation, elle a des conséquences et elle crée des bouleversements, des changements. D'accord. Vraiment, voilà, une histoire, c'est la base. Et voilà. Donc, comment on va structurer l'histoire? On va structurer l'histoire autour d'une situation, autour d'une l'explosion, ce que Kindle appelle l'explosion, c'est une situation. Alors, moi, la prise de conscience que j'ai eue vraiment sur le storytelling, c'est en lisant un livre qui s'appelle Le gai savoir de l'acteur, qui est créé par un Italien qui s'appelle Dario Fo, et qui explique une chose, il dit, même quand je vais voir une pièce de Shakespeare mal jouée, je reste jusqu'au bout. Pourquoi? À cause des situations. Parce que on veut savoir qu'est-ce qui se passe après. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous demander de commencer un peu à poser les bases de votre storytelling et de penser à une situation. C'est vraiment ça le départ. Une situation, c'est un bouleversement, un événement, quelque chose qui vient. Et vous pouvez mettre dans le chat. Est-ce possible de laisser le PowerPoint en fond? Parce que là, on voit des contacts en doublon. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Je vais laisser le PowerPoint alors. C'est bien. Donc, je vais vous demander de noter. Voilà, c'est vrai que j'ai pas dit au début de prendre une petite feuille et un crayon. Notez sur votre téléphone si c'est pas avec ça que vous regardez le webinaire. Ou en tout cas d'y penser. Une situation autour de laquelle vous voulez bâtir votre storytelling. Et ça, c'est, je vous dis, un bouleversement, quelque chose qui se passe, un moment de rupture. Si vous avez des idées de situations, vous pouvez mettre dans le chat, et du coup, Julien, tu me diras ce qui est noté. Voilà, et si vous avez envie de le partager, mais donnez-moi des exemples de situations. Est-ce que vous avez des idées ou des choses qui vous viennent? Si je prends mon histoire du début, c'était moi, c'est la rupture du tendon d'Achille, l'événement. Et c'est le fait de devoir subir une opération chirurgicale à l'hôpital. On nous demande dans quel domaine? En fait, là, l'idée, c'est de poser les bases de votre storytelling. Donc, ça peut être dans le personal branding, donc c'est-à-dire votre propre histoire. Vous pouvez donner une histoire, une situation que vous avez vécue, ou ça peut être une situation par rapport à votre activité professionnelle. Alors là, on nous propose le confinement, la mise à distance avec ses proches et un licenciement après 10 ans de boîte, un virus. Exact. Des très bons exemples. Effectivement, on n'a pas besoin forcément d'aller très loin. Mais le confinement, typiquement, est un exemple de situation très intéressant et un bouleversement, quoi, une explosion. Hein, on peut utiliser le terme. Et donc, c'est propice, cet élément-là, à une histoire. Et vous allez construire votre histoire, votre storytelling autour de cette situation, autour d'un élément qui vient bouleverser. Parce que ça, tout de suite, ça devient
ça crée un intérêt. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement. Et après, la question, c'est de voir comment le héros, le protagoniste de l'histoire, se place par rapport à ce bouleversement. Donc le licenciement, excellent exemple de storytelling. Souvent, pour expliquer ce qu'est une situation, c'est vous allez prendre des événements qui ne sont pas très agréables à vivre. C'est souvent ceux qui font les meilleures histoires. Parce que c'est des moments de tension personnelle. Donc, c'est pas agréable à vivre, mais malheureusement, c'est ça qui fait les bonnes histoires. Donc, Là, donc voilà. Oui, il y a d'autres exemples. On nous propose j'espère, quelque chose d'heureux, parce que c'est le fait de devenir maman. Oui, ça peut être aussi un événement heureux. Hein. Ouais. Ça peut aussi être. Mais c'est un bouleversement quand même. Moi, quand je suis devenu papa, ça a été compliqué. Hein, donc, c'est vrai que c'est un moment heureux. Et en même temps, ça amène un changement de vie, une réorganisation. Et ça, c'est sur le point auquel je parlais, là, de dire la vérité. C'est intéressant aussi. Par exemple, moi, la première idée de blog que j'avais et que j'ai commencé à développer, ça s'appelait Papa Stories, et où je racontais des histoires de parentalité, du point de vue du papa en particulier. Et c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est oui, c'est vrai que quand on devient papa le jour de l'accouchement, par exemple, on dit ouais, c'est un événement super heureux, etc. Oui et non. C'est-à-dire que moi, ça a été un moment très angoissant où on ne contrôle pas les choses, etc. Donc, en vérité, le meilleur moment de ma vie, il est arrivé un peu après, quelques jours après. Mais le moment, l'accouchement en lui-même, ça a été un moment un peu difficile. Et je l'ai raconté. Et je trouve que ça fait des histoires intéressantes parce que le cliché ou l'idée répandue, c'est ouais, c'est un super moment, quoi. Et peut-être devenir maman aussi, c'est un super moment, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Mais en même temps, ça crée un bouleversement dans sa vie et ça peut inclure des moments difficiles, des aspects difficiles. Et ça, c'est intéressant à raconter. Ok, alors après, je parle je reviens un petit peu en arrière. Voilà, une situation et après, oui, alors, un exemple de situation, je l'ai pris dans un article que je vous recommande qui s'appelle 12 mois ordinaires de la vraie vie d'une startup, qui est vraiment un bon exemple de storytelling et qui est écrit par Xavier Zetoun, qui est le fondateur de la startup dont il raconte l'histoire. Et il dit donc, le board commence à me mettre la pression, nous brûlons beaucoup trop de cash et à ce rythme, nous n'aurons pas le temps de redresser la barre. Je ne veux pas avoir la vérité en face, la situation comme elle est, je commence à me justifier, je n'ai pas confiance dans ma stratégie, je n'ai pas de stratégie, mais comment l'assumer alors que j'ai vendu un plan très clair pendant des mois. Super exemple de storytelling. Xavier Zetoun vient de finir une levée de fonds. Il revient dans sa boîte. Il se rend compte que le fait de s'être éloigné de sa boîte a créé des déséquilibres dans son entreprise et que du coup, il s'est éloigné un petit peu des valeurs et des choses qu'il voulait. Il a engagé quelqu'un pour gérer la stratégie commerciale, ça ne marche pas bien, etc. Et donc, la situation, c'est la boîte va droit dans le mur. Comment faire? Et quand vous posez une situation, ce que la personne veut savoir immédiatement, c'est qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est la clé du storytelling, c'est quand vous arrivez à déclencher cette chose de qu'est-ce qui se passe après? Ok, donc après, je parle du conflit. Donc ça, c'est une phrase que moi j'avais. Moi, j'ai fait des études de cinéma et je m'intéressais particulièrement à la rédaction de scénarios. Et j'avais cette phrase sur mon mur, au-dessus de mon ordinateur, du conflit, du conflit, du conflit. Je ne sais pas si vous avez reconnu la photo. J'ai pris une photo du film Gladiator de Ridley Scott. J'aime bien ce film parce que c'est un film qui est intéressant, non seulement parce qu'il y a un bon protagoniste, un bon héros, mais il y a aussi un bon méchant, qui est joué par Joaquin Phoenix. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est important d'avoir, dans ce film, le
le méchant, entre guillemets, en fait, il souffre du fait de ne pas être aimé par son père, qui préfère donc le personnage joué par Russell Crowe. Et donc, il a cette souffrance, et quand son père meurt, au lieu de lui transmettre le pouvoir à lui, il le transmet au personnage qui est joué par Russell Crowe, Maximus. Du conflit, l'adversité, plus elle est importante ou plus elle est intéressante, plus votre histoire elle est forte. Donc, le fait de raconter un peu le personnage et de dire un peu qui on est, c'est important. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'adversité, les choses auxquelles on fait face. Quand je dis un bon méchant, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être, on peut se heurter à des, ça peut être par exemple le climat. Hein. On peut être dans des conditions difficiles. Ça peut être des idées reçues. Ça peut être un contexte social. L'adversité, c'est, ben voilà, enfin, ça peut être des idées sur, c'est un peu dans l'air en ce moment, le racisme, par exemple. Bon, ben voilà, vous pouvez vous heurter à ça. Et c'est des éléments des obstacles qui vont vous permettre de construire le récit. Donc là, j'aimerais que vous mettiez dans le chat des exemples d'obstacles auxquels vous pouvez penser et qui peuvent être liés à votre storytelling, à la situation à laquelle vous avez pensé. Vous mettiez un petit peu des exemples de qu'est-ce que ça peut être. Voilà, donc l'idée, ça peut être une personne aussi, mais c'est pas forcément, ça se limite pas forcément à ça. Est-ce que ça vous inspire? Là, on me dit qu'on propose comme obstacle le fait de ne pas avoir de job dans le secteur où on a été formé. Oui, très bon exemple. Très bon exemple. Ce qu'on appelle aussi les métiers en tension, c'est-à-dire que le métier va disparaître ou se limite, ou voilà. Et ben ça, c'est un bon élément d'obstacle et c'est un bon élément à intégrer dans une histoire. Et alors après, une histoire, elle est intéressante si vous avez plusieurs éléments comme ça qui s'accumulent et qui rendent la chose plus compliquée. Comme un méchant collègue, on nous propose. Ouais, bien sûr. Bien sûr, le fait de se heurter à des personnes toxiques dans sa vie personnelle ou professionnelle, c'est des éléments d'obstacle, de conflit, et c'est des éléments qui peuvent vous aider à construire un bon storytelling. Encore une fois, ce n'est pas des choses forcément agréables à vivre, mais c'est des choses qui font des bonnes histoires. Ok, bon, si vous avez d'autres idées qui vous viennent, vous le mettez dans le chat. Là, on va passer à l'élément suivant, qui est le fait de remporter la guerre contre les clichés. Comme on vit à une époque où un peu chacun peut être son propre média, c'est ce que permet Internet, chacun peut avoir son blog et chacun certainement a un compte sur un réseau social, donc il peut produire du contenu, des histoires. On a une surabondance d'histoires. On a plein d'histoires. Et donc, une chose à laquelle on peut se heurter, c'est à tomber dans le cliché, tomber dans l'histoire cliché. C'est un peu le problème. Et quand on va au cinéma, d'ailleurs, voilà, une multiplication aussi des films. Et parfois, on tombe sur un mauvais film. Et donc, Robert McKee, qui est l'auteur de Story, qui est un des livres les plus complets sur l'écriture scénaristique, dit que on va être de mauvaise humeur. Alors, j'ai oublié un mot. On est de mauvaise humeur parce que l'on a vu ces scènes et ces personnages clichés bien trop de fois auparavant. La raison de cette épidémie mondiale, donc il parle de cette épidémie mondiale du cliché, est simple et claire. Ces clichés proviennent de la même raison. L'auteur ne connaît pas le monde de son histoire. Donc, quand vous racontez une histoire, vous pouvez vous inspirer. Une des meilleures choses à faire, c'est de s'inspirer d'un schéma d'histoire qui existe déjà. J'ai pris l'exemple de Steve Jobs.
vous pourrez voir la pub d'Elsey, vous pouvez prendre une structure, c'est un très bon moyen de construire rapidement son storytelling. Vous prenez une structure et ensuite vous l'adaptez à votre histoire, l'histoire que vous voulez raconter. Maintenant, si vous voulez pas que ça soit cliché, ça va être en choisissant certains détails du monde de votre histoire que les choses vont devenir intéressantes. Je vais vous donner un exemple. Non, j'ai pas bien le film en tête, mais enfin, par exemple, si on prend l'histoire que je vous ai racontée au début, mon histoire, je vais choisir certains détails pour que ça soit autre chose qu'une simple histoire de la structure classique qui est l'homme tombe dans un trou et s'en sort. Je crois que c'est l'auteur de science-fiction Vonnegut qui dit que les gens adorent cette histoire de l'homme tombe dans un trou et s'en sort. Et c'est en gros basiquement la structure de l'immense majorité des récits qu'on lit, c'est ça. L'homme tombe dans un trou et s'en sort. La femme, l'homme avec un H, hein, ça peut être la femme tombe dans un trou et s'en sort. C'est en choisissant certains détails précis, en racontant des détails par rapport à moi ou par rapport à l'environnement, que ça devient intéressant. Et donc là, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est juste de penser à des détails, penser à certains points et donnez-moi des exemples de détails qui pourraient être intéressants dans votre storytelling. Vous l'écrivez dans le chat, les choses qui vous viennent à l'esprit. Encore une fois, ça peut être des détails sur vous, mais ça peut être des détails aussi sur le lieu où vous vivez, le contexte dans lequel vous êtes. Je vous parle d'un trou noir. Ouais, alors il faudrait peut-être détailler un petit peu plus le trou noir. Quand on dit trou noir, c'est-à-dire? C'est un trou noir dans le cosmos. Ouais, alors, ouais, d'accord. Ça, j'ai plus l'impression que c'est le. Ouais, ou il faudrait me dire peut-être un peu avec l'histoire avec laquelle c'est en relation, le détail. Est-ce que c'est pour le storytelling, il faut qu'il y ait j'anticipe peut-être un peu, mais il faut qu'il y ait un dénouement. Donc peut-être qu'un trou noir, c'est un peu radical, dans le sens il y a très peu de dénouement possible, sachant que rien ne peut en sortir, quoi. Ouais. Oui, alors c'est sûr que après la fin de l'histoire, le dénouement, c'est ce qu'on a dit au début, the new normal, c'est la nouvelle donne, la situation après le bouleversement et l'attitude que la personne a eue par rapport à ce bouleversement. Est-ce que vous avez des exemples de détails qui peuvent rendre l'histoire plus intéressante et éviter remporter la guerre contre le cliché? On nous dit que c'était en 1900, donc un détail temporel. Oui. Après, préciser la date, préciser des choses, oui, ça peut être intéressant. En fait, si je prends l'exemple dont je vous parlais au début de cet exemple d'association qui raconte une histoire pour sensibiliser les Occidentaux au problème de l'eau potable dans les pays d'Afrique, je vais vous raconter l'histoire. Elle n'est pas très heureuse, mais en même temps, elle reflète une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui montent l'association sont allées vérifier l'histoire dans le village. Donc l'histoire, l'histoire racontée, c'est l'histoire d'une femme qui part chercher de l'eau, qui part du village pour aller chercher de l'eau. Et donc elle marche pendant des kilomètres et des kilomètres, elle va chercher l'eau, elle la ramène au village, et à l'entrée du village, elle trébuche, elle tombe,
la cruche qu'elle porte sur la tête se casse et l'eau coule par terre. Et là, la femme, ça lui fait quelque chose de très très fort, et en fait, elle se pend. C'est une histoire assez dure. Et la personne qui dirige cette association va dans le village pour vérifier l'histoire en disant, voilà, cette histoire est incroyable, je veux la vérifier. Et il va dans le village et il rencontre le chef du village et il parle. Et il se rend compte d'une chose, c'est que la femme, qui pensait être une femme âgée, en fait, elle avait 13 ans. Cette histoire-là, elle a eu un impact extrêmement important sur quand elle a été racontée à l'audience, et elle a suscité une aide, des dons, etc. Et c'est une des histoires qui a souligné la force du storytelling, c'est-à-dire un drame. Et souvent, on va parler d'expériences qui peuvent être des expériences difficiles. Encore une fois, ça peut être une expérience heureuse aussi, mais qui amène un bouleversement. Et on peut choisir une autre tonalité. On peut choisir une tonalité. Là, je prends une tonalité qui est assez dramatique sur cette histoire, parce qu'on parle d'un problème réel en plus. Enfin, un problème, je veux dire, qui est à grande échelle, ce qui rend l'histoire encore plus dramatique. Mais on peut choisir aussi une tonalité humoristique pour son histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les détails de l'histoire de cette fille et le détail qu'elle a 13 ans, là, on sort complètement du cliché, on raconte une histoire qui a une force particulière parce que, voilà, on a ces éléments-là, ces éléments d'histoire. Je ne sais pas si entre-temps, il y a des personnes qui ont eu des idées de détails de leur histoire. Il y a Romain qui nous dit que l'obstacle serait les artisans perdent énormément de temps au quotidien pour faire leur devis. Et le détail, ce serait j'ai travaillé avec un proche sur des chantiers, il n'a jamais accepté de prendre un verre après le travail. Super exemple. Super exemple parce que tout de suite, on voit la situation, on voit plus. En fait, le détail de la personne, elle accepte jamais de prendre un verre après le travail parce qu'elle est en train de faire des devis. C'est super. Ça rejoint un autre élément qui est dans les techniques avancées. Alors, je pense qu'on va pas avoir le temps parce qu'on va dépasser le cadre du webinaire. Mais un autre élément qui est important dans le storytelling, c'est ne pas dire, montrer. Alors, je vais passer aux techniques avancées. Hein. Mais c'est le point 2 des techniques un peu plus avancées, c'est ne pas dire, mais montrer. Quand vous montrez quelque chose, c'est toujours plus fort que quand vous le dites. Là, le fait de prendre cette anecdote de il ne peut pas prendre un verre après le travail, ça montre. Donc c'est parlant. Donc l'interlocuteur, il comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de rentrer dans plein de détails. Tout de suite, quoi. C'est très parlant. Ok, je continue. Alors, je ne vais pas les évoquer en détail, mais si vous le souhaitez, j'ai mis à la fin le lien de mon blog sur le storytelling. J'ai écrit un article qui s'appelle 35 techniques de storytelling pour captiver son audience, et vous retrouverez certaines de ces techniques. Raconter leur histoire. Alors, c'est le point dont je parlais au début entre personal branding et storytelling. Si vous voulez raconter votre histoire, c'est du personal branding. Et là, c'est important de travailler sur votre histoire, les obstacles que vous avez rencontrés, les situations que vous avez rencontrées, de parler, de donner des détails et de dire comment, face à l'adversité, etc., l'attitude que vous avez eue et le résultat que vous avez obtenu. Si on est dans du storytelling dans le cadre marketing, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est utiliser le storytelling pour diffuser son produit, pour le faire connaître, le mieux, c'est de choisir votre public cible comme héros de votre histoire. Et c'est donc de raconter l'histoire du public cible. En prenant l'exemple d'un personnage, si on prend le cas d'Apple, il faudrait raconter une histoire
Google a fait une pub comme ça avec un vieil homme qui demande des choses à Google, qui demande des photos de sa femme, parce qu'on comprend assez rapidement. Si vous mettez pub Google Super Bowl, alors c'était 2018 ou 2019, je crois que c'était 2019, vous allez tomber dessus. Donc, un homme parle à Google, un vieil homme, et on comprend assez rapidement que bah, sa femme n'est plus là. Et en gros, Google lui ramène des souvenirs, des photos, etc. Bon, bah, c'est tout de suite hyper parlant de voir un homme euh, qui utilise OK Google comme ça. Et ça vous donne, ça vous en dit beaucoup plus sur l'application et sur son intérêt et sur son impact avec cette histoire qui est chargée d'émotions. Ne pas dire, mais ouais, tu voulais intervenir, Julien? Ouais, je voulais juste te dire, donc il y a eu deux remarques. Il y a Lucie qui dit que le problème avec le storytelling, et là dans le cas précis, dans le personal branding, appliqué à soi-même, c'est que ça perd souvent en authenticité. Combien de personnes, des personnalités publiques, des entrepreneurs se sont fait connaître comme ça, mais que c'est si romancé que ça en devient faux? Je pense notamment aux sites de coaching qui te vendent des formations. Avant, j'étais comme ci, grâce à ça, ma vie a changé. Donc effectivement, elle soulève le fait que ce soit qu'on romance un peu trop sa vie dans ce genre de situation. Et il y a Barbara qui dit qu'elle est un peu perdue sur la corrélation entre les détails versus les clichés. Et elle demande si en fait c'est en donnant des détails, des anecdotes que l'histoire ne tombe pas dans le cliché. Ouais, c'est exactement ça, Barbara. C'est exactement ça. C'est le détail, c'est les détails qui vont vous permettre, qui vont te permettre de remporter la guerre contre les clichés. Parce que dès que tu précises, et ça rejoint un peu la remarque de Lucie, c'est vrai que c'est très cliché. On peut voir beaucoup d'histoires qui sont très clichés, dans le sens j'étais pauvre, rien n'allait dans ma vie, et alors, pardon. On peut rencontrer des personnes qui ont des histoires, j'étais pauvre, rien n'allait dans ma vie, et puis d'un seul coup, il s'est passé ça dans ma vie, et tout a changé, et maintenant, je réussis parfaitement. C'est cliché parce que ça manque de détails. Un, et après, effectivement, c'est là où ça manque d'authenticité. Les détails, ça va aussi permettre d'introduire des nuances. Ça va aussi permettre de peut-être dire les choses de manière un peu plus juste. Donc, voilà, après, le storytelling, pour répondre vraiment à la question de Lucie, c'est une technique, c'est un outil qui en lui-même peut être bien ou mal utilisé. Il peut être utilisé pour effectivement véhiculer un peu des clichés, puis vendre de manière un peu où l'influence, la manipulation est peut-être un peu trop marquée et mauvaise. Mais toute technique marketing en général, il y a une part d'influence, il y a une part de persuasion. Donc on tombe toujours un petit peu dans cette problématique. Donc c'est là où c'est le point, je n'ai pas parlé en détail, ce qui est important, c'est de dire la vérité. Dire la vérité dans le sens, oui, il y a une manière de présenter les choses en storytelling, et il y a une manière de mettre en avant certaines choses plus que d'autres pour rendre l'histoire plus intéressante, parce que l'objectif, c'est de captiver l'audience. Maintenant, si on est honnête sur le fond et qu'on dit, par exemple, qu'on parle réellement des émotions qu'on a ressenties par rapport à une situation donnée et qu'on est honnête là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème à l'utiliser. Donc voilà, après c'est dans le détail, la nuance, et peut-être qu'il faut choisir. Alors après le coaching, peut-être qu'il faudrait effectivement, si on voulait lancer, si un coach, si moi par exemple je voulais me lancer en tant que coach, peut-être que je choisirais une autre histoire, peut-être que je raconterais pas ce pan-là qui est un peu cliché. Voilà, peut-être il faudrait aller chercher d'autres choses
pour éviter justement le cliché, raconter d'autres, choisir une autre situation, un autre événement de vie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu en fait. Peut-être mettez dans le chat si ça répond bien. Lucie, n'hésite pas. Et j'en profite aussi, il y a Agnès qui nous a mis plusieurs questions. Dans toute entreprise, on gère l'information, le management de l'info, envoie par mail ou info stockée sur le réseau ou disponible sur un portail, bandeau déroulant, pop-up, etc. Est-ce que le storytelling pourrait me permettre de mieux faire circuler l'information, donner l'envie aux salariés d'avoir envie d'aller voir l'info là où on l'a stocké? Et si on n'est pas rationnel dans nos achats, on ne l'est pas non plus dans notre gestion de l'info. Par exemple, on a tendance à traîner les mails perçus comme urgents et à négliger les tâches de fond qui ne clignotent pas dans notre boîte. Est-ce que Donc, l'idée, si je comprends bien, Agnès, c'est que ton problème, c'est que toi, tu veux améliorer le management de l'information au sein de ton entreprise et qu'il y a un problème de l'information, elle est peut-être mal gérée ou elle circule pas bien, ou les gens regardent pas bien les mails, etc. C'est ça. C'est ça. Et tu te demandes si le storytelling peut aider pour ça. Alors, complètement. Ce qui serait intéressant, c'est que, Agnès, tu trouves des anecdotes qui illustrent le fait qu'une personne qui n'a pas bien géré l'information s'est retrouvée dans une situation compliquée à cause de ça. Moi, je chercherais comme ça. Et tu as peut-être des situations vécues toi-même que tu as vécues ou une situation dont tu as entendu parler au sein de ton entreprise. Et le storytelling, ce serait de mettre en avant cette histoire et de la raconter. Alors, quand on est dans le cadre d'une entreprise avec d'autres collaborateurs, il faut faire attention et il faut peut-être présenter l'histoire de manière peut-être un petit peu humoristique ou avec un ton particulier parce que du coup, il ne faut pas tomber dans une tonalité un peu trop dramatique ou qui culpabiliserait les gens. Mais tu vois, tu pourrais trouver une anecdote ou, encore mieux, tu pourrais prendre une anecdote d'une autre entreprise dont tu pourrais avoir entendu parler. Ça me fait penser à un mail qui avait circulé un peu sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, d'Elon Musk, qui à un moment avait envoyé un mail à son équipe. Alors, le contexte est un peu différent, mais où en gros, il expliquait que les gens dans l'entreprise doivent être capables d'être autonomes et de prendre des décisions par eux-mêmes sans passer sans arrêt par leur manager et voilà, de se responsabiliser. Sinon, le manager, il en peut plus, c'est lui qui doit prendre toutes les décisions et ça fonctionne pas bien. Mais voilà, mais je le raconte pas super bien, je pense qu'il faudrait voir un peu l'email. La façon dont Elon Musk l'écrit est super. Mais peut-être ça serait intéressant de prendre une anecdote d'une autre entreprise qui a vécu une difficulté ou qui a eu un problème suite à un mauvais management de l'information et de le raconter aux collaborateurs. Et merci pour ta réponse. En complément, elle demande si tu peux répéter le nom du livre, de l'acteur. Le Gai savoir de l'acteur. C'est un livre qui a eu le prix Nobel de littérature en 94, je crois, ou 95, enfin, ça fait un petit moment. Et c'est un livre de Dario Fo, qui est un metteur en scène. Alors, il parle beaucoup de mise en scène, de jeu d'acteur, de respiration, etc. Mais il se trouve que c'est dans ce livre que j'ai trouvé une des clés du storytelling, au détour d'une phrase où il explique cette chose-là sur Shakespeare et sur le fait que même quand c'est mal joué, c'est un peu le succès aussi des films hollywoodiens. Même les films hollywoodiens qui sont pas terribles, souvent on va rester à la fin juste parce qu'on veut connaître la fin de l'histoire, même si on peut reconnaître après que le film n'était pas terrible. mais voilà, parce qu'il y a une situation. Et elle précise aussi qu'elle adore le livre Saga de Tonino Benacquista, qui parle des scénaristes. Et elle parle du détail qui rend la chose réelle, qui est évoqué dans ce livre. Je ne sais pas si ça te parle. J'ai pas lu ce livre, mais j'adore Tonino Benacquista. Je pense que c'est un excellent auteur français. Et c'est un très bon exemple un très bon modèle de storytelling
Il a été adapté, il y a un de ses livres qui a été adapté par Jacques Audiard. Je me souviens plus lequel, mais c'est un très très bon auteur, ouais. Très bon exemple de storytelling. Ok, pour finir, hop. Je vous propose aussi un exercice qui peut être intéressant, c'est de réécrire son histoire en un mot, une phrase et un paragraphe, et de faire ce travail en répondant aux questions suivantes. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je propose au reste du monde? Donc ça, c'est un exercice que propose Ryan Holiday, qui est un très bon storyteller, un très bon marketeur, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. C'est intéressant aussi de synthétiser l'histoire. Donc là, en plus, on parle plus de personal branding, de pouvoir résumer son histoire en un mot, une phrase, un paragraphe, pour pouvoir s'en servir, encore une fois, dans un événement de networking, dans une interview, dans un échange qu'on peut avoir sur Internet, d'avoir cette synthétise, enfin, de pouvoir synthétiser son histoire. Donc là, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions, des points que vous souhaitez, voilà, qui n'étaient pas complètement clairs sur le webinaire? Non, en tout cas, on dit que c'était nickel, on te remercie. Moi, je me dis que tu as évoqué le personal branding et je pense que c'est un exercice qui est important aussi, surtout pour des personnes comme les élèves qui viennent se former à la Wild Coast School, d'apprendre à raconter son histoire, d'apprendre à expliquer le pourquoi de sa reconversion. Et souvent, ce que je préconise, tu sais, il y a toujours des petits résumés en haut des pages LinkedIn où on explique un peu ses intérêts professionnels. Et moi, j'invite souvent nos élèves à réfléchir aussi à un petit texte qui explique sa reconversion pour valoriser aussi ses anciennes compétences et puis d'après expliquer pourquoi on a voulu faire une formation intensive pour se former à un nouveau métier. Et j'aimerais bien vous voir pour réfléchir à des petits exercices pour permettre en tout cas la rédaction de ces textes-là. Exactement. Ouais. C'est vraiment un point. Moi, moi, je suis freelance, donc je n'ai pas testé cette technique, mais je pense que ce serait intéressant quand on envoie un CV de voir si on commence son CV avec un élément de storytelling, si ce serait pas intéressant aussi. Une touche de storytelling, vraiment, encore une fois, ça va vraiment vous démarquer de n'importe quelle, de la concurrence, n'importe qui, parce que dès que vous mettez une touche de ça, ça accroche la personne et elle va vouloir en savoir plus, en lire plus, etc. Donc, totalement. Ce que je vous propose, pour ceux qui ont pensé à des situations et qui ont peut-être esquissé un élément de storytelling ou de personal branding, qui ont un petit schéma d'histoire, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez m'envoyer l'histoire ou l'embryon d'histoire ou les idées que vous avez à cette adresse email, mathias@apprendrestorytelling.fr, et je vous ferai un retour personnalisé. Là, on n'a pas le temps de le faire dans le cadre dans lequel on est. Mais voilà, comme ça, vous me dites et je vous ferai un retour personnel sur votre prochaine étape ou quel élément creuser ou quel point. Enfin voilà, en tout cas, vous pouvez complètement échanger avec moi là-dessus. Ça me fera très plaisir de vous apporter mon aide sur ce point-là. Bah, merci beaucoup. On te remercie, Mathias, pour cela. C'est super. Les gens sont contents de ta proposition. Si tu veux, le plus simple, à l'issue là, de cette présentation, je vais envoyer un email à tous les participants en leur mettant les contenus que tu veux bien partager et justement en précisant ton adresse mail pour ceux qui voudraient t'envoyer un bout de texte. Ok. Ouais, et puis on peut aussi mettre le lien des pubs que j'ai pas pu, de la pub dont j'ai parlé que j'ai pas pu montrer, qui est vraiment un bon exemple de storytelling. Voilà, en tout cas, moi j'étais ravi d'être invité à ce Wild Talk et j'espère que ça a été utile pour vous. Et je serais ravi aussi de poursuivre l'échange avec ceux qui le souhaitent.
Bah, ouais. On demande aussi, si jamais c'est possible, de rajouter une sorte de bibliographie, quelques références de textes, de sites web, d'auteurs, de théoriciens connus autour du storytelling. Si jamais Bien tu as sûr, des références, bien sûr. Très simplement, je peux vous dire, en gros, pour moi, il y a 3 livres. Donc, comme ça, c'est rapide, mais si vous voulez, je vous donnerai plus de détails. Il y a 3 livres. Il y a le livre de Robert McKee, dont j'ai parlé, qui s'appelle Story. Il y a le livre de John Truby, L'anatomie du scénario, qui sont 2 livres très détaillés sur le storytelling, qui sont très intéressants. Et il y a un livre qui est peut-être un peu plus particulier, mais qui vous donne aussi les bases de l'écriture, c'est le livre de Stephen King, qui s'appelle Écriture. Voilà, c'est des livres pratiques, qui vous disent exactement, qui vous donnent des techniques de storytelling qui marchent et qui sont faits par des auteurs qui ont fait leur preuve. Super. Eh ben, merci beaucoup. Pour tous ceux que ça intéresse, si vous souhaitez revoir la séance, elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Il y a d'autres contenus aussi. Donc, parcourez, amusez-vous. Merci beaucoup, Mathias. Eh ben, merci à toi, merci à vous tous. Et bon après-midi à vous. Et à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Au revoir.